C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogan. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Saison 2, Habiter des terres violentées, épisode 9. À l'origine de cet épisode, plusieurs choses. Un livre, celui de Xavier Gauthier, La Hague, ma terre violentée, paru en 1981 et réédité récemment chez Cambourakis, sous le titre de Retour à la Hague. Dans ce texte lyrique et biographique, l'autrice évoque avec douleur et beauté l'état de la Hague, cette terre de Normandie en bord de mer où elle a grandi et habité, mais qui est aussi un des coins les plus nucléarisés de France. Et puis, des rencontres, en manif, dans des cafés, des cantines, des jardins et des forêts, avec des personnes qui ont plus ou moins choisi d'habiter et de lutter sur des terres où le ravage écologique est particulièrement sensible, que ce soit à la Hague, ou en Creuse sur une terre au sol asséché et malmenée par la monoculture de résineux. Dans son livre, Xavier Gauthier exprime tour à tour la colère, le déni, le désespoir et l'envie d'en découdre avec Orano et les défenseurs du nucléaire, mais aussi celle de soigner ce territoire qu'elle habite et auquel elle est profondément attachée. Inspirée par cet écoféministe farouche, nous avons voulu voir ce qui, aujourd'hui, anime celles et ceux qui vivent sur une terre violentée. Comment jongler entre le déni, l'abattement et la colère ? Comment soigner ces terres sans cesser de s'opposer à ceux qui les malmènent ? Comment demeurer sensible, affecté et grandi par la terre qu'on habite, sans se voiler la face sur l'ampleur de l'exploitation en cours ? Du coup, la Hague, vu qu'on la cite tout le temps comme ça, c'est un territoire qui est vraiment à la pointe du Cotentin. Le Cotentin qui se trouve dans le département de la Manche, qui est donc la pointe de la Basse-Normandie. La Hague, c'est un territoire où il y a de multiples communes. Et souvent, en fait, on dit la Hague pour les gens, quand ils entendent la Hague, ils entendent l'usine. Mais à la base, c'est quand même un territoire. C'est comme ça que se nomme le territoire. Ce qui est marrant, souvent dans les dénominations, comme on dit, par exemple, je vais dire « je vais à la Hague ». Dire « je vais à la Hague », c'est plutôt dire « je travaille à la Hague ». Et dire « je vais dans la Hague », c'est aller dans le territoire. Par exemple, c'est des petits trucs un peu... Bon. Mais du coup, l'usine de la Hague fait partie du panel nucléaire que possède la pointe du Nord-Cotentin. À savoir, à Cherbourg, il y a l'Arsenal qui construit des sous-marins nucléaires. Il y a la centrale
nucléaire qui produit de l'électricité à Flamanville, la construction à Flamanville d'un nouvel EPR, et à La Hague, où il y a à la fois un centre de retraitement des déchets et un centre de stockage à l'Andra, qui est déjà le centre de l'Andra qui est déjà complètement plein, d'où l'idée des piscines, qui est donc le projet contre lequel se positionne le collectif anti-piscine nucléaire. Et sinon, c'est un territoire de landes, de falaises, entre grandes plages de sable, de galets et des falaises qui ressemblent un peu à ce qu'on peut connaître au bout de la Bretagne ou en Angleterre ou en Irlande. Enfin, voilà. Il lui fallut du temps pour comprendre l'étendue, la sournoiserie, l'irrémédiable du désastre. Ce n'est pas une usine ordinaire que les hommes ont construite et font fonctionner là. Ce n'est même pas une simple centrale nucléaire. C'est une usine de retraitement de tous les déchets radioactifs dont se débarrassent des usines atomiques de toute la France, et même de plusieurs pays d'Europe, et même du monde entier. Et pire encore, un centre de stockage de ces déchets. Et maintenant, la terre qui l'a nourri, qui l'a porté à la vie, devient une gigantesque poubelle atomique. Un immense cimetière de déchets dont rien, ni personne, ne peut arrêter la radioactivité. Et cela, pour des millénaires. La question, c'est un peu tout de suite entre local et question un peu plus large sur les questions du nucléaire, même si le collectif se déclare n'est pas anti-nucléaire, mais vu que tout de suite il y a la question de la relance des nouvelles centrales, notamment celle de Penly, de nouveaux EPR et de construction de nouveaux EPR, la question du nucléaire et notamment des déchets revient un peu au devant de la scène. Et du coup, le collectif a un peu mis ses forces dans ces questions-là. Du coup, l'enjeu tout de suite était un peu de faire la liaison entre le local et ce qui se passe un peu sur les questions un peu nationales. Du coup, vraiment, la dernière action qu'on a pu avoir, c'était la participation du collectif à un rassemblement à Tours pendant la CNDP, donc le débat national sur la relance du nucléaire. Et du coup, il y avait une jonction qui se faisait notamment pas mal avec les collectifs de Bure et sur la question des déchets nucléaires. Et c'était mettre en avant la farce que peut être le débat nucléaire et le débat citoyen en général sur les questions du nucléaire qui est en fait inexistant. Et sur le point noir que sont les déchets qui ne sont pas du tout réfléchis. Donc ça, c'était un peu la dernière... un peu le départ collectif qui a pu se faire à Tours, sachant que ces questions-là sur la CNDP et les déchets, etc., la gestion des déchets, il y a eu les vœux des maires dans les communes à la suite de la nouvelle année. Et donc, il y a eu le collectif a tracté dans les mairies pendant les vœux pour mettre un peu une lumière sur la gestion des déchets de manière générale dans la Hague sur les questions du nucléaire. Et puis, et sinon, c'est continuer localement parce que notre travail, c'est quand même une lutte locale. Et du coup, continuer localement à faire un peu de bruit, continuer à relancer les élus notamment, qui ont un travail laborieux et un peu lassant, à pousser les élus à se positionner sur ces questions-là, sur la question de la piscine. Parce que... il y a du coup en 2021, au tout début du débat public, des réunions publiques sur le sujet, il y a une des élus notamment qui était des élus de la Hague qui s'est positionnée contre. Et puis plus ça avance en fait, plus ils ont du mal à se positionner contre et à donner un peu une vision claire, une réponse claire, même si on n'attend rien d'eux. C'est quand même des démarches qui sont attendues du grand public ou attendues de manière dans un processus démocratique avec tous les guillemets qu'il peut y avoir.
essayer de tirer toutes les ficelles, voilà, c'est quand même important. Et du coup, il y a beaucoup de rendez-vous avec les élus pour essayer de les machiner un peu, je sais pas. Du coup, il y a un peu l'enjeu qui se prend un peu tout de suite, c'est aussi localement remettre la lumière sur les questions de démocratie un peu opaques. Et on va avoir de nouveau une AG avec le collectif. Et puis, on va faire un carnaval à Beaumont, le 11 mars. C'est un appel. Un carnaval pour brûler Carnaval, le monsieur Bonhomme EDF, faire toutes nos demandes et nos revendications, et faire une manif dans Beaumont, donc du coup à côté de la centrale. Du coup, l'enquête publique n'a pas encore été ouverte. L'enquête publique, si je me souviens bien, elle doit ouvrir en 2025. Du coup, on est en 2023. Là, on était dans le débat public qu'a ordonné EDF a été prolongé l'année dernière de février à juillet grâce au collectif. Du coup, ça, c'était la concertation préalable. Et là, du coup, va y avoir un dépôt de la demande d'autorisation de la création qui va suivre donc par l'enquête publique. Et normalement, la mise en service avec les travaux entre les deux, etc., c'est 2034. Du coup, ça nous donne un peu... c'est pas pour maintenant. On prend les choses un peu en avance. Mais l'enjeu qui se joue là, très clairement, c'est le démantèlement de l'usine. Il est déjà en train de se faire. Ça veut dire que 1/3 des personnes, je crois, tout de suite, qui travaillent sur l'usine, des travailleurs tout de suite en fonction sur l'usine, c'est pour le démantèlement de la centrale de retraitement en ce moment. Mais il y a déjà un investissement qui est mis en place pour potentiellement, en fait, réarmer, le mot est joyeux ou pas, mais réenclencher des nouveaux travaux pour avoir de nouvelles structures, pour que le pseudo-recyclage recommence, et du coup refonder une nouvelle usine pour les déchets qui arriveraient de la piscine. Du coup, l'équation, c'est soit il y a et piscine et nouvelle usine, soit il n'y a ni piscine ni nouvelle usine. Comment toi tu vis la manifestation de la violence nucléaire à La Hague ? Déjà, c'est de manière complètement visuelle et pratique. Ça veut dire qu'elle existe, elle est là. Du coup, c'est une grosse tâche dans la lande, quoi. Il y a des points de vue plus ou moins stratégiques pour pouvoir la voir et pouvoir voir le nucléaire dans La Hague en général. À savoir, quand on est, par exemple, sur la côte nord, on voit aucune usine, on voit aucune structure nucléaire. Et quand on va dans les vallons de Vauville ou sur le haut de la côte ouest, on a vraiment d'un côté l'EPR de Flamanville et sur les hauteurs de la lande de La Hague, l'usine d'Areva, quoi. Et du coup, c'est d'abord, géographiquement, elle est présente, quoi. Et c'est comme ça qu'on se la rappelle le plus souvent, quand même, mine de rien, quand on roule, et que c'est aussi un ancrage militaire, parce que c'est une espèce d'énorme infrastructure avec des énormes barbelés, des grillages, des mètres de grillage, etc. Donc, du coup, c'est une manifestation... assez militaire, sachant que une grande partie de ce que l'on voit n'est que, en réalité, une infime partie, parce que beaucoup est aussi enfoui sous terre. Parce que l'Andra a aussi déjà enfoui des tonnes de déchets sous terre. Du coup, la violence, elle se joue aussi dans l'implicite que ce qu'est le nucléaire, à savoir tout ce qui est caché. Quand on se confronte à ce qu'est le nucléaire et quand on se confronte à sa mémoire, de savoir comment il est arrivé là, c'est se rappeler qu'en fait, ça a été une implantation violente en soi, où elle n'a pas été choisie par les habitants, qu'il y a eu un mépris de la part des technocrates de l'époque qui sont arrivés sans demander
à personne ce qu'il en serait. L'avis de travaux et l'existence de cette usine, elle a été apprise par les habitants et même par les maires des usines la veille ou dans la presse de la Manche. Ça veut dire que c'est sorti et que personne n'en savait rien et que tout le monde pensait que ça allait être une usine de casseroles. Et du coup, je pense que c'est, quand on y repense, la violence, c'est le mépris envers les populations. Savoir que c'est des populations qui ont été trahies et qui ont été sacrifiées en pensant que c'était de toute façon des paysans aux pratiques et aux cultures traditionnelles arriérées, et qu'en fait le nucléaire allait venir les sauver parce que sinon ils allaient rester dépérir dans leur presqu'île, et qu'en fait ils avaient besoin de ça pour rentrer dans la modernité, et que c'est cette vision à la fois classiste et méprisante de l'époque qui en fait continue à se jouer aujourd'hui, et c'est encore en espèce de triomphe, en triomphant et en vainqueur que les personnes du nucléaire arrivent encore aujourd'hui. En fait, ils arrivent en terrain conquis en se disant qu'ils ont amené ici la modernité, et en 2023 ils arrivent de la même façon que qu'ils arrivent en 61. Bon, ils arrivent un peu avec des pincettes parce qu'ils voient qu'en fait là justement il y a eu un peu du mouvement et de la discussion autour du nucléaire. Bon, et il y a eu entre deux, 61, il y a quand même eu 2-3 catastrophes entre deux. Mais ils arrivent ici dans un territoire qu'ils ont conquis, quoi. Et même si on veut aller un peu plus loin dans cette violence-là, et qu'on voit aussi qui sont vraiment ces gens-là, c'est aussi vraiment, d'un point de vue féministe, c'est aussi une violence patriarcale, parce que... qui sont les personnes qui ont décidé de venir ici implanter le nucléaire à l'époque. C'était des hommes blancs d'une 50aine d'années, bien implantés à Paris. Et c'est cette vision terriblement masculine, je pense, d'une surpuissance et d'une maîtrise, et de penser que, en fait, d'être au-dessus de tout, quoi. C'est une vision aussi de la Terre et du vivant qui est, je pense, traversé par ce qu'a pu être le patriarcat depuis le début, quoi. Lutter, évidemment, c'est prouver son attachement à quelque chose, et là, en l'occurrence, au territoire et aux gens qui y habitent, à son histoire, et que ça en vaut la peine, quoi. Je pense qu'il y a des moments où, par exemple, quand j'étais loin, et pas du tout dans La Hague, et que je parlais de ce qui pouvait se passer à La Hague avant qu'il y ait le collectif, par exemple, et de l'histoire du territoire, et donc liée à l'usine, je crois que j'avais vraiment des moments d'émotion qui faisaient que c'était vraiment quelque chose d'irrationnel et que je contrôlais pas du tout, quoi. L'attachement peut se lire aussi dans la peur de mal faire et l'envie de bien faire, à savoir que arriver dans un lieu et pas faire tout et n'importe quoi, et pas sauter les deux pieds dans le plat, et essayer de regarder et de lire le territoire et d'en apprendre davantage, et de voir qu'en fait on habite un lieu mais qu'on n'a pas où on a habité un lieu mais qu'on n'a pas forcément tout connu, et qu'il faut se renouer avec quelque chose, et savoir qu'il y a des gens qui habitent là depuis toujours et nous on est partis, et de réessayer de faire attention aux gens, je crois, aussi. Dans les balades, et comment on s'approprie aussi le territoire, et savoir qu'on va dans des chemins, on va dans des lieux, on va à la mer, et à chaque fois c'est avoir l'impression et le plaisir profond de retrouver des lieux qu'on connaît, et à la fois sans jamais avoir de lassitude, et de toujours retrouver ces lieux avec autant de joie, je pense, vraiment. Xavière Gauthier, elle est manifestement en colère, et son livre, c'est un cri.
Est-ce que toi, tu partages cette colère ? Bah évidemment, oui. Après, elle se manifeste pas de la même façon pour 1000 raisons, je pense. Mais elle se réveille. La colère se réveille aussi quand on se confronte à ce que c'est. Là, avec le collectif, à se confronter concrètement à des gens qui viennent nous dire de quoi on a besoin sur un territoire et de penser à notre place, etc. Donc du coup, dans la confrontation avec les politiques, etc. Et tout ce que je viens de décrire avant, la violence que peut être l'usine, etc. Et à la fois, c'est une colère qui est liée aussi à des sentiments un peu mêlés de... C'est aussi une terre un peu de taiseux, je pense. Et cette colère-là, elle n'a pas forcément été exprimée, je pense, de génération en génération. Et les gens n'étaient pas forcément en colère, mais je pense qu'il y a aussi d'autres sentiments qui se mélangent, plutôt de... Bon, c'est un peu gros, mais un peu tragique, quoi, et de fatalisme, qui se sont un peu donnés de génération en génération. J'ai l'impression que les grands-parents et les parents, ils ont aussi intégré que l'usine, elle était là. Et même s'ils ont pu être en colère, il y a quelque chose de... un peu d'une fatalité quand même, quelque chose qui traverse un peu, je crois, des générations. Et après, je pense aussi que, pour reparler un peu de la différence aussi avec Xavier Gauthier, est-ce que ça a pu révéler ces derniers mois, je pense. Du coup, avec les personnes avec qui tout de suite on essaye de s'organiser ou qui habitent maintenant ce territoire-là, moi, en l'occurrence, ça fait vraiment pas longtemps que je suis revenue. Je suis toujours un peu dans un entre-deux, entre habiter La Hague et habiter un autre territoire habiter la ville. Et du coup, c'est aussi pas avoir tant de légitimité à parler de ça. Et depuis que le livre est sorti, il y a eu beaucoup de gens qui ont tout de suite fait des liens entre écoféminisme et antinucléaire, forcément, etc. Et en fait, c'était pas forcément des questions qui, nous, quand on se... Enfin, évidemment, on se les pose, mais on les lit pas comme ça. Et c'est toujours intéressant de voir que ça venait souvent de l'extérieur, comme un peu plaqué. C'était des étiquettes qui nous étaient plaquées sans qu'on ait pu vraiment y réfléchir et vouloir s'y associer, parce que c'est des réalités qui sont pas forcément là. À savoir, par exemple, dans le collectif, le féminisme est évidemment présent, mais en fait, c'est aussi parce que c'est beaucoup de femmes qui s'organisent. Ce qui fait que le féminisme vient pas ici comme une nécessité à s'organiser parce que un sentiment d'oppression au sein du collectif et de domination, etc. C'est qu'il y a quand même pas mal de femmes qui s'organisent. Et je pense que le féminisme qui est exprimé dans le texte de Xavier Gauthier, c'est pas du tout celui qu'on a envie de vivre maintenant. Au-delà de l'appréhension d'une catastrophe qui serait ponctuelle et spectaculaire, le nucléaire, c'est aussi un long et lent empoisonnement des terres, des mers et des corps. Est-ce que tu éprouves une forme de peur à vivre et à être attaché à La Hague ? Et depuis quand ? Évidemment, la peur, elle est là, de manière plus ou moins fluctuante. Mais je pense qu'elle se lie dans des petits événements ponctuels, quand, par exemple, la normalité s'effrite et que... il y a quelque chose qui peut ressembler à de la normalité, comme un hélicoptère qui passe au-dessus de nos têtes, qui, en soi, c'est pas grave, mais directement, dès qu'il se passe ce genre de choses, un avion, un hélicoptère, une sirène ou quoi que ce soit, ça peut être la sirène du mercredi qui retentit depuis toujours, mais que, mine de rien, à chaque fois qu'elle retentit, il y a forcément cette espèce d'instinct de se dire « Ok, il s'est passé quelque chose là-haut ». Donc c'est dans des choses de la vie quotidienne qui arrivent relativement souvent, mais qui en fait pour nous prend un sens complètement différent, et à chaque fois on remonte quelque chose de l'angoisse, quoi. Ou je sais pas, la dernière fois il y avait un orage et le temps était pas vraiment à l'orage, et il y a eu plusieurs gros comme du tonnerre. Et j'étais persuadée que ça avait explosé, quoi. Et du coup, je me suis dit, j'ai commencé à regarder dehors,
Je voyais qu'il y avait encore des gens sur la route. Enfin, c'est vraiment des espèces de... Bon, voilà, des angoisses. Mais bon, en dehors de ça, et je crois que ça a toujours été là, mais c'est évidemment plus là quand on se confronte à la question et qu'en fait, si ça devient un sujet de lutte, ben, évidemment, c'est plus dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a pour toi comme stratégies psychiques et physiques qui peuvent être individuelles ou collectives que tu mets en place pour vivre et lutter malgré l'ampleur du danger quotidien du nucléaire? Le déni est notre meilleur allié. Et l'oubli quelque part, parce que c'est pas possible de vivre toujours avec la peur constante qu'en fait il va se passer quelque chose. Et même dans je sais pas, ne pas manger de poisson parce qu'en fait il est pêché pas très loin de l'usine, pas manger les carottes qu'on a plantées parce qu'en fait c'est à quelques pas de l'usine. C'est, je pense, je ne juge absolument pas ce genre de choix et d'attitudes qui j'imagine la plupart des gens ont. Mais en fait, quand on habite là-bas et qu'on l'a toujours fait, moi, j'y arrive pas. Et du coup, on vit quelque part comme si elle n'était pas là. Après, il y a 2-3 petites... quand on sait, par exemple, dans la baie des Calerins que vous avez cité plus tôt, on sait que c'est un des lieux où la baie... où il y a le plus haut taux de tritium, etc. Et du coup, quand on va se baigner en été... et moi, j'y vais depuis que je suis petite. Je me mets là-bas tous les étés. Mais on sait que ça trotte dans la tête, quoi. Mais c'est pas pour ça que je crois que je vais pas y aller. Après, c'est toute la question des faibles doses et qui est l'angle mort que nie évidemment la centrale en disant que c'est pas nocif. Bon, j'ai envie de dire que vraiment moi je vis avec, quoi. Je vis avec ça. Enfin, on le fait, quoi. Car on nous fait violence, nous sommes des insoumis. Nous n'avons pas d'autre choix. On me fait violence, oui, mais quelque part, je sais bien que je suis indomptable. Je sais bien qu'on ne me soumettra pas. Oui, ma terre, ma mère, on vous fait violence. Mais au plus profond, je sais que vous êtes indomptable. Vous êtes trop sauvage, trop libre pour vous soumettre. Comment passer le licou à cet animal marin, farouche et hennissant, qui se cabre en secouant sa crinière écumeuse, qui part au galop vers sa sauvagerie? Je vois bien que les vagues se soulèveront toujours, qu'elles sont irréductibles. Déjà, la cloche de brume beugle comme une forcenée. Je vois bien que la prochaine marée qui monte, je vois bien que la tempête qui s'annonce, et le vent se prépare à fouetter sans retenue, et les cris des mouettes déchirent le ciel bas, plus perçant que jamais. Et les plaintes des oiseaux de mer nous strient le cœur d'une scène épouvante. Je vois bien que toutes les forces de la nature, déchaînées, gigantesques, s'apprêtent à engloutir ceux qui se cachent sous leur béton. Maudit soit-il d'avoir voulu nous empoisonner. Maudit soit-il d'avoir voulu empoisonner tous ceux qui viendront après nous. Ils seront pris dans une tourmente dont ils n'ont pas idée, que nous connaissons bien, celle qui fait s'écrouler les quartiers de rochers. Ils seront pris dans la houle impitoyable, celle qui par gros temps fait chavirer les énormes masses des navires. Et il n'y aura personne pour les pleurer.
nous nous sommes rendus dans la Creuse, sur le plateau de Millevaches, à la rencontre de quelques copaines qui ont choisi de lutter contre une exploitation mortifère de la forêt en s'installant sur une coupe rase, c'est-à-dire une parcelle de forêt où l'entièreté des arbres, voire de tout ce qui pousse, a été arrachée par d'énormes machines. En 2016, dans le hameau d'une petite commune du plateau, la Ville-Dieu, a lieu une énième coupe rase. Le propriétaire de la terre et des bâtiments est une compagnie d'assurance. Les bâtis qui subsistent sur le terrain doivent être rasés et partout des pins Douglas doivent être replantés. Un groupe de personnes du coin, en quête de terrain pour cultiver, fait une proposition de rachat. D'abord, la compagnie d'assurance refuse, puis après de laborieuses négociations, des mobilisations des habitants et habitantes et l'appui de la mairie, la vente a finalement lieu. Le terrain sur lequel nous nous rendons est abîmé par des années de monoculture de résineux et de coupe rase. Nous allons y rencontrer Greg, qui fait partie de ces habitants et habitantes en lutte, qui jardinent, discutent, bâtissent, font la fête, mangent des frites, essayent de creuser des mares, aménagent leurs yourtes et caravanes, et font aussi beaucoup d'autres choses. C'est un peu dans un fond de vallée, ce qui est très joli, mais ce qui est très aussi... Enfin, ça nous rajoute quelques conditions, notamment des gels très tardifs, donc ça c'était un peu la surprise qu'on n'avait pas trop anticipée, mais bon, on s'adapte. Hein. Et en gros, voilà, sur les 4 hectares, il y a à peu près 2 hectares qui étaient un peu les mieux explosés, les plus plats. Donc il y a eu un voisin qui est venu faire des céréales pendant quelques années. Et après, nous, il y a une zone où on a vraiment défini comme zone de maraîchage. En gros, dans toute la zone, donc sur les 2 hectares, on va dire, il y a un peu des arbres fruitiers partout. Je sais pas, il y en a peut-être 300 de plantés à peu près. Et il y a une zone qu'on a décidé un petit peu plus de soigner, qui fait à peu près 5000 m². Et du coup, dans cette zone, il y a notamment des serres. Il y a notamment la parcelle de Saint-Tropez qu'on est en train de mettre en place. Il y a une petite zone aussi de pépinière, à la fois pour continuer à planter ici et produire nous-mêmes les arbres fruitiers. Et à la fois pour, si jamais il y a des envies de reproduire des essais qu'on a fait ici ailleurs, c'est des trucs qui coûtent très très cher à Saint-Tropez, parce qu'il faut énormément de plants. Et du coup, on s'est dit que le fait de lancer une pépinière, ça permettait aussi, si d'autres gens ont envie d'essayer, de pouvoir aussi fournir des plants pas chers. Et dans cette zone, il y a aussi la serre passive. Donc on a commencé à construire une serre semi-enterrée, dont le but est principalement de produire des plants, donc plus pour du maraîchage. En gros, c'est d'avoir une serre un petit peu partagée, qui soit hors gel naturellement, qui permet facilement de produire plein de plants pour tout le monde, plutôt que chacun s'embête chez soi à faire des plants, qu'on ait un endroit où, avec le moins de gestion possible, on puisse produire un peu pour tout le monde. En gros, le principal problème, c'est que du coup, il y a eu 40 ans de sapin, donc ça acidifie encore plus un sol qui est déjà très acide. C'est de la culture intensive, du coup, au niveau vie du sol. Il y a à peu près rien d'autre qui pousse dans une forêt de sapins. Et en plus, quand ils récoltent les sapins, c'est des engins très très lourds, où ils font pas du tout attention s'il est aux conditions météorologiques, donc même s'il pleut, ils vont quand même venir avec des gros engins, donc ils vont tasser le sol. Puis surtout, ils vont tout arracher et faire des gros andins, donc des grosses lignes, où ils mettent toutes les souches, tous les troncs d'arbres qui restent, comme qu'ils n'utilisent pas. Et du coup, ça fait qu'ils retournent le sol, ils mélangent toutes les couches. Donc en fait, on a un sol qui est quasiment... je pense pas qu'il est totalement mort, mais il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas trop de vie dans ce sol-là, quoi. Pas évident de projeter de la culture là-dessus, parce que du coup, à part des sapins, et même les sapins qui replantent, des fois, ils poussent pas très bien. Mais du coup, nous, là, il y avait l'enjeu aussi de se dire, on fait que râler sur ces histoires de culture intensive de sapins, de coupe rase, et que on voulait essayer à un moment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a stoppé ce cycle-là, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur ces parcelles, quoi. Et peut-être là, on pourrait parler un peu de ton attachement au territoire. Est-ce que tu y as habité tout de suite, tu t'y es projeté tout de suite, c'est en rapport avec une volonté de lutter que d'habiter ici? Moi, je suis arrivé il y a une vingtaine d'années ici, on va dire un peu par hasard. Je pense avant tout, c'est un peu les dynamiques qu'il y avait ici qui m'ont parlé, qui a fait que je suis resté.
En fait, c'est un peu... Enfin, je ne m'étais pas projeté forcément sur cultiver sur une parcelle, enfin, sur une coupe rase. Je pense qu'au début, j'avais un projet de maraîchage et que j'avais plutôt une idée de trouver des terres correctes dans le coin, ce qui est déjà compliqué pour faire du maraîchage parce qu'il y a aussi les saisons très courtes qui sont un élément vraiment pas évident. Enfin, le maraîchage ici, ça marche, mais c'est quand même pas... Enfin, c'est loin d'autres régions, c'est pas si facile, quoi. Et du coup, il y avait un peu cette occasion-là, cette sorte de lutte qui prenait du sens parce que justement, c'était aussi... Enfin, c'était un peu un stéréotype du gros assureur qui fait juste du placement, qui du coup, à la fois occupe des terres agricoles, à la fois laisse s'écrouler des bâtiments, alors qu'il y a un gros problème de logement dans le coin. Du coup, c'est vraiment cette occasion qui a fait que ça prenait sens de cultiver dans des conditions comme ça. Enfin, en tout cas, d'imaginer de pouvoir cultiver sur ces terrains-là. Et là, oui, ce qui prend sens, c'est ça, c'est de pouvoir, je sais pas si c'est donner l'exemple, mais en tout cas, d'essayer de tester des choses pour avoir une sorte de commun et une expérience sur qu'est-ce qu'on peut faire de ces terrains. Et toi, tu dirais que t'y es attaché? Et comment t'y es attaché à ce territoire? L'attachement, je pense qu'il se fait beaucoup par l'histoire du lieu. Enfin, à partir du moment où le propriétaire n'a pas voulu nous vendre et qu'on a un petit peu parlé de l'histoire autour de nous, il y a un comité de soutien qui s'est monté, il y a une 60aine de personnes qui a fait une petite marche depuis le village jusqu'au lieu pour exprimer le fait qu'ils préféraient avoir des paysans et des gens qui habitent là plutôt que de la monoculture de sapins. Du coup, je pense que ça c'est une des grosses parties de l'attachement. Et après, c'est un peu le fait de vivre sur place, en fait. Si on oublie le fait que c'est une coupe rase, c'est quand même, c'est une petite clairière au milieu de la forêt. C'est un lieu assez beau. Et avec vu qu'on part de rien, et une capacité ça peut que créer de l'imagination dans tous les sens, quoi. On peut que se projeter à faire plein de choses. Il y a un truc un peu intéressant de partir de rien. Par rapport à toi, comment tu vois un peu cette montagne de choses à faire pour essayer de revivifier les sols, remettre sur pied certains bâtiments, continuer le maraîchage, entretenir les vergers, tout ça. Comment est-ce que tu arrives à trouver des forces Ça va par vague aussi. Enfin, c'est quand même un truc où faut effectivement tout reconstruire. J'ai l'impression qu'il y a quand même, dans plein d'endroits où tu t'installes, tu auras les histoires des gens d'avant. Enfin, il y aura des gens qui auront trouvé une source à tel endroit, fait un captage, donc tu vas arriver, tu auras déjà un système avec une petite fontaine qui coule par-ci, par-là. Nous, tout ça, ça a été détruit. Enfin, par exemple, sur la question de l'eau, ce que j'avais compris, en discutant un peu avec des personnes âgées du coin, c'est qu'il y avait une sorte de petit rue, donc un petit ruisseau, qui était détourné beaucoup plus haut, et qui amenait l'eau là où on est. Mais en fait, tout ça, il y a eu aussi des plantations à ces endroits-là, donc ils ont tout défoncé, et on n'a plus du tout cette arrivée d'eau-là. Du coup, par exemple, sur l'eau, nous, on a fait venir quelqu'un sourcier, qui a essayé de faire des mares, mais ça n'a pas marché. Enfin, du coup, c'est un truc... c'est vraiment qu'on repart de pas grand-chose, on n'a plus l'historique, en fait, de l'endroit. Et ça, des fois, c'est un peu... ça peut être un peu épuisant dans le sens où tu dois tout reconstruire sans avoir un sorte de système de solidarité et culture commune qu'avaient les gens avant. C'est-à-dire que il y avait forcément souvent un sourcier dans le village, il y avait forcément des gens qui avaient déjà eu le même problème que toi et qui avaient déjà réfléchi à ça. Par exemple sur l'eau, non, les gens ici ils arrivent, ils ont l'eau, on n'a pas ce commun de réfléchir ensemble et d'avoir plein d'expériences sur comment avoir de l'eau pour faire de la culture et où la boire ou prendre des douches ou des choses comme ça. Le truc qui est un peu compliqué aussi, c'est que depuis qu'on est là, on a eu 3 ou 4 sécheresses. On a eu 3 sécheresses en 4 ans, c'est ça. La fatigue, elle est quand on est un peu tout seul et qu'on voit l'ampleur de la chose, ces moments-là, mais que dès que il y a plusieurs personnes qui trouvent du sens à faire ça et que quand même il y a des choses qui marchent. On a quand même planté beaucoup d'arbres et ils poussent pas très vite, mais ils meurent pas, enfin ils poussent en tout cas. Du coup il y a quand même un truc où on tend vers quelque chose, ou juste le fait que des personnes passent puis repassent 2 ans après, et eux ils ont du coup plus la vision des changements qu'il y a eu. Ça c'est des trucs qui te remotivent aussi. Et puis nous je pense qu'on trouve aussi le truc quand on est arrivé, on s'est dit qu'on essayait de faire
des légumes avant de faire la fête. C'était un peu ça notre truc, de se dire c'était pour ça qu'on avait récupéré ces terrains, que c'était aussi avec ça qu'on pouvait vraiment créer un lien avec les gens du village. Bon, au final, on n'a pas du tout fait ça, on a essayé, mais bon, ça marchait pas trop. Du coup, il y a aussi le côté de faire tout le projet qu'on a ici, de pas faire que de la paysannerie, mais aussi faire des fêtes, faire des discussions, créer, on va dire, des choses qu'on pourrait appeler sociales. Et qui du coup, je pense que ça permet d'équilibrer le fait que, effectivement, sur le projet agricole, en fait, c'est des projets sur 10-20 ans, en fait, le temps de... avec les conditions qu'on a actuellement climatiques, partir d'un sol déjà quasiment mort. Chaque essai, on saura si ça marche peut-être 3-4 ans après. Si on a réussi à peu près à gérer l'eau, si on a... il faut se nourrir quotidiennement pour pouvoir tenir, je pense, pour des projets qui sont sur de la durée comme ça. Sur le jardin, il n'y a pas non plus des dynamiques énormes de gens qui trouvent du sens. Ils le trouvent sûrement, mais en tout cas dans la mise en pratique. Effectivement, de se mettre à cultiver sur une coupe rase, en tout cas pour l'instant, c'est pas un truc qui est partagé à beaucoup. Et moi j'ai l'impression que dernièrement c'est plutôt sur les travaux. Du coup on a fait beaucoup de travaux sur les bâtiments en sachant que personne n'est professionnel là-dedans. Et on a notamment fait des toitures. On en est à la 3e toiture. Et du coup la dernière c'est la plus grande qu'on a fait avec une partie de la charpente à refaire. Moi je trouve que c'est ces endroits-là où ça a pris du sens. Il y a eu plein de monde qui sont passés, à la fois des gens qui habitent sur place et à la fois des gens qui habitent dans le coin ou des gens qui habitent beaucoup plus loin. Et je sais pas, moi je trouve que ces moments ils ont été assez chouettes dans les moments partagés, dans le fait d'aller au bout de quelque chose, dans le fait de travailler aussi sur... je pense qu'à peu près tout le monde en arrivant sur ce chantier avait le vertige. Donc on est quand même sur une toiture qui a, je sais pas moi, entre 5 et 8 mètres peut-être. Donc c'est vraiment évident pour personne et je trouve qu'il y a vraiment eu un truc de prendre le temps et que chaque personne en fait monte un petit peu d'un niveau dans sa gestion de la hauteur. Et ça par exemple j'ai trouvé ça chouette. J'ai l'impression que c'est plus sur le chantier où on arrive plus à créer une sorte de dynamique qui donne un peu sens à l'ensemble. Mais après il y a aussi sur le jardin, en fait j'exagère quand on dit qu'il n'y a pas de... il y a eu par exemple un chantier de non-mixité, bon du coup moi j'y étais pas, donc je vais pas trop le raconter, mais de l'extérieur, donc c'était plutôt sur le jardin, sur le nettoyage d'une zone, il y avait un mur en pierre sèche qui avait été fait sur un chantier l'année d'avant, et du coup c'était un peu cliné autour, démonter un andin, et apparemment ça s'était assez bien passé ce chantier, et ça a créé plein d'envie d'en refaire. Du coup il y a quand même eu des moments un peu cool sur le jardin aussi. Et après, oui, il y a les fêtes, les projections, les discussions, les cantines. Ça, c'est sûr que c'est toujours des moments où ça prend le sens de croiser des gens, d'échanger. Et oui, c'est des sortes de petits boosts. Moi, je dirais plus ça. C'est-à-dire que c'est plutôt des petits endroits ponctuels où en fait, ça te fait du bien aussi de te poser, d'échanger avec d'autres personnes et puis aussi que ce lieu devienne vivant, de créer un contraste entre quand on est arrivé, un lieu complètement à l'abandon et moins de 4 ans après, t'as 80 personnes qui viennent manger à une cantine dans le même espace, quoi. Est-ce que t'as parfois un peu des phases d'abattement quand tu vois l'état du sol ou de la colère ou est-ce que tu le vois chez d'autres personnes, un peu genre ces affects négatifs hyper forts? Je pense qu'il y a des phases. C'est des projets qui ont un côté de base qui dépasse... à part si tu as un collectif de 15 personnes ultra motivées avec des moyens illimités, ce qui n'est pas du tout notre cas. À un moment, c'est juste trop. Il y a un truc... Et du coup, je pense que le plus dur, c'est justement de pas s'embarquer dans une sorte de pression, d'aller vite ou de... Et moi, je pense que c'est le principal endroit qui est compliqué, ou qu'il faut gérer pour pas abandonner. En fait, c'est de... vu qu'il y a plein de places et qu'il y a tout à faire, en fait, ça donne envie de faire plein de choses. Et je pense que ça peut vite s'éparpiller, se fatiguer. En tout cas, moi, j'essaye de pas plonger là-dedans, mais c'est vraiment pas évident, parce que j'ai tendance d'avoir des idées tout le temps. Du coup, c'est un gros travail pour moi. Même avec ça, oui, il y a quand même des coups durs. Je pense que c'est plutôt quand quelque chose marche pas. C'est beaucoup plus dur de gérer, je pense, l'échec. Notamment, notre gros échec, c'est l'histoire des mares. On a fait faire des mares à la fois pour avoir une petite zone de biodiversité à un endroit et avoir aussi une réserve pour l'arrosage. On a investi pas mal d'argent,
on a fait faire des trucs, et des mares, des trous, et en fait ça marche pas. Et du coup ça c'est un peu dur, parce que du coup tu as l'impression d'avoir réglé un problème, et en fait tu remets de l'énergie dedans, et en fait t'as pas de solution même quand tu remets de l'énergie. Et ça je pense que c'est les phases qui sont un petit peu dures. C'est plus lié aux échecs. Sur des trucs assez flagrants, on plante des arbres, il y en a 2 qui prennent pas, enfin c'est pas très très grave. Mais ça c'est sûr que c'est un peu des coups durs. Est-ce que tu te projettes ici sur l'année à venir, à la fois en termes de lutte et d'habitat, de culture C'est une question un peu compliquée. À la fois je pense que je me projette forcément parce que je plante des arbres. Enfin, je sais même pas si ça veut dire que je me projette. J'arrive pas à savoir pourquoi je plante des arbres. En tout cas, c'est pas pour avoir des pommes que je plante des pommiers. Du coup, c'est très flou pour moi cette question. Là, je crois que je me projette d'avoir un lien avec cet endroit. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que je pense que j'aurais envie de voir comment tout ça va évoluer, continuer à mettre de l'énergie dans cet endroit-là. Et à la fois, je me projette aussi à aller ailleurs à des moments, parce que là, ça fait 4 ans que je fais que ça, par exemple. Et justement, j'en ai un peu marre, je pense, à des endroits. Et à la fois, je trouvais que c'était nécessaire parce que, en fait, on a des bâtiments où... Enfin, il y a un truc où sur certaines choses, on peut pas gérer notre emploi du temps. Enfin, par exemple, une toiture qui s'effondre, on peut choisir de laisser tomber le bâtiment, mais c'est quand même un choix assez lourd, surtout quand tu viens de le récupérer pour dire que... Du coup, ça, on va arriver un petit peu au terme de ces gros chantiers, en tout cas sur les bâtiments. Et après, je vois sur les arbres, moi, je me suis mis beaucoup de pression à planter le plus possible en arrivant. Donc là, ça fait 4 ans que tous les hivers, je plante... entre 40 et 50 arbres. Et du coup, pour moi, il y avait une urgence à ça, parce que ça met 10 ans à pousser. Et à la fois, j'ai envie encore de planter, mais maintenant, il n'y a plus cette urgence. Du coup, voilà, j'ai l'impression que moi, il y a un endroit où je me projette d'avoir un lien avec ce lieu, mais je me projette pas d'habiter toute ma vie ici. Enfin, c'est encore flou, en fait. Ça dépend aussi combien il y aura de personnes qui font des choses ici, qu'est-ce qui s'y passe, et tout ça, ça va un peu... Mais j'aimerais bien avoir un lien d'attache aussi ailleurs, je pense. Alors la mer se soulèvera vraiment, jusqu'aux étoiles. Quand elle s'abattra, elle lavera la souillure à grande eau. Alors les ânements des travailleurs, les gémissements de plaisir, les hurlements de la mise au monde seront cris de révolte qui couvriront, avec le bruit de la marée montante, les sirènes de la destruction et de la mise à mort. Alors ma hague venteuse et solitaire, ma hague furieuse et douce, tu seras libre. Pour cet épisode, toute l'équipe David Tempête tient à remercier chaleureusement Greg et Lisa pour leur accueil, leur temps et leurs réponses. Saison 2, Habiter des terres violentées, épisode 9.